Le 27 août 1896, à 9 heures du matin, 5 navires de guerre britanniques pointent leurs canons vers le palais du sultan de Zanzibar. Dans exactement 2 heures, l'un des événements les plus extraordinaires de l'histoire militaire va se produire. Une guerre entière va éclater, se dérouler et se terminer avant même que la plupart des gens n'aient fini leur petit déjeuner. Mais ce que personne ne comprend encore, c'est que cette guerre de 38 minutes n'est pas vraiment une guerre. C'est une exécution économique minutieusement calculée, déguisée en conflit militaire. Sultan Khalid bin Bargash se tient dans son palais, entouré de 2800 hommes armés. Il croit pouvoir résister. Il croit que son droit légitime au trône le protégera. Il croit que les Britanniques négocieront. Il se trompe sur toute la ligne. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que les Britanniques n'ont aucune intention de négocier. Ils n'ont même pas l'intention de se battre longtemps. Ils vont simplement démontrer, en moins de 40 minutes, ce qu'il en coûte de défier l'Empire britannique. L'ultimatum est clair, abdiquer avant 9 heures du matin ou faire face aux conséquences. Khalid refuse. À 9h02, les navires britanniques ouvrent le feu. Ce qui suit n'est pas une bataille. C'est une démonstration de force industrielle contre une nation qui n'a jamais eu la moindre chance. Mais voici ce que les livres d'histoire omettent de mentionner. Cette guerre de 38 minutes n'était pas le véritable objectif. La guerre elle-même n'était qu'un moyen. Le véritable objectif était économique, calculé avec une précision chirurgicale. Et la facture qui allait suivre serait bien plus dévastatrice que les 500 obus tirés ce matin-là. Pour comprendre pourquoi les Britanniques ont orchestré la guerre la plus courte de l'histoire, il faut remonter 6 ans en arrière, à 1890, quand Zanzibar a signé son arrêt de mort économique sans même s'en rendre compte. Le traité de protectorat semblait innocent sur le papier. Le sultan conservait son trône, son palais, ses titres. Mais dans les clauses cachées se trouvait le véritable pouvoir. Les Britanniques contrôlaient désormais les affaires étrangères, le commerce extérieur, et surtout, ils avaient le droit de veto sur la succession au trône. Ce dernier point n'était pas un détail administratif, c'était une arme économique dévastatrice, parce qu'en contrôlant qui pouvait devenir sultan, les Britanniques contrôlaient l'ensemble du système commercial de Zanzibar. Chaque nouveau sultan devait être approuvé par Londres, et Londres n'approuvait que les hommes prêts à signer des concessions commerciales de plus en plus favorables à l'Empire. Zanzibar, en 1896, n'est pas une île insignifiante. C'est le centre du commerce des épices dans l'océan Indien. Ces plantations de clous de girofle produisent 90% de l'approvisionnement mondial. L'ivoire d'Afrique de l'Est transite par ces ports. Avant l'abolition forcée de 1890, c'était aussi le plus grand marché d'esclaves de la région, déplaçant jusqu'à 50 000 personnes par an. L'archipel génère des revenus commerciaux estimés à plusieurs millions de livres sterling annuellement, une fortune colossale pour l'époque. Les Britanniques n'ont aucune intention de laisser cette richesse entre les mains d'un sultan indépendant. Ils ont perfectionné une stratégie testée dans toute l'Asie et l'Afrique, le protectorat économique. Pas d'annexion directe qui coûterait cher en administration, pas de colonisation visible qui attirerait les critiques internationales. Non, quelque chose de bien plus subtil. Installer un dirigeant local qui fait exactement ce qu'on lui dit, extraire toutes les richesses et laisser ce dirigeant porter la responsabilité politique des conséquences. Le sultan Hamad bin Thuwaini, qui règne depuis 1893, comprend parfaitement ce système. Il signe tout ce que les Britanniques lui demandent. Il accepte que des conseillers britanniques supervisent ses douanes. Il ferme les yeux quand les marchands britanniques obtiennent des monopoles commerciaux. Il laisse le sultan parfait pour Londres, décoratif, obéissant, insignifiant. Mais le 25 août même 1896, Hamad meurt subitement. Les circonstances sont suspectes. Certains parlent d'empoisonnement, d'autres de maladies naturelles. La vérité importera peu face à ce qui va suivre. Ce qui compte, c'est que dans les 3 heures suivant sa mort, son cousin Khalid bin Bargash se précipite au palais avec des partisans armés et se proclame sultan.
C'est une violation flagrante du traité de 1890. Khalid n'a pas attendu l'approbation britannique. Il ne l'a même pas demandé. Il s'est simplement installé sur le trône, comme si Zanzibar était encore un État souverain, comme si le traité de protectorat n'existait pas, comme si les Britanniques n'avaient pas leur mot à dire. Cette arrogance va lui coûter son trône, son palais et la vie de centaines de ses sujets. Mais surtout, elle va coûter à Zanzibar les derniers vestiges de son indépendance économique. Basil Cave, le consul britannique à Zanzibar, est réveillé avec la nouvelle à l'aube du 26 août. Sa réaction est immédiate et glaciale. Il envoie un message à Khalid, descendre du trône immédiatement. Khalid refuse. Cave envoie un télégramme urgent à Londres, demande d'instructions pour gérer un sultan non autorisé. La réponse du Foreign Office arrive en quelques heures. Donner un ultimatum, puis utiliser la force si nécessaire. Mais Cave sait que ce n'est pas une simple question de succession dynastique, c'est un test. Si Khalid réussit à défier les Britanniques et à conserver son trône, chaque protectorat britannique en Afrique et en Asie verra la même chose, la possibilité de résister. Les Britanniques ne peuvent pas se permettre ce précédent. Ils doivent écraser Khalid si rapidement et si brutalement que personne d'autre n'osera jamais essayer. C'est pourquoi Cave ne cherche même pas à négocier sérieusement. Il demande à la Royal Navy de déployer tous les navires disponibles dans la région. Le contre-amiral Harry Rawson rassemble une flotte écrasante, le HMS St. George, le HMS Philomel, le HMS Thrush, le HMS Sparrow et le HMS Raccoon. 5 navires de guerre contre un palais en bois. C'est comme amener un canon pour tuer une mouche, mais c'est exactement l'effet recherché. Pendant ce temps, Khalid transforme le palais en forteresse. Il rassemble 2800 hommes, 700 soldats réguliers de l'armée zanzibari, 1500 serviteurs et gardes du palais et 600 volontaires civils attirés par la promesse de défendre la souveraineté de Zanzibar. Il positionne son artillerie, quelques canons obsolètes et des Gatling Guns datant des années 1870. Il mobilise son unique navire de guerre, le yacht HHS Glasgow, un petit bateau armé de quelques canons légers. Il barricade les portes du palais avec des meubles et des sacs de sable. Il distribue des fusils et des munitions. Il envoie des messages aux autres puissances coloniales présentes à Zanzibar, les Allemands et les Français, leur demandant d'intervenir diplomatiquement. Personne ne répond. Les Allemands, les Français, les Portugais, tous savent que défier les Britanniques sur cette question serait suicidaire. Ils vont rester spectateurs de ce qui va suivre. Le 27 août au matin, la flotte britannique est positionnée dans le port, canon pointé vers le palais. À terre, 900 marines britanniques et soldats indiens se préparent à débarquer si nécessaire. Mais Rawson espère que cela ne sera pas nécessaire. Une invasion terrestre coûterait des vies britanniques. Un bombardement naval, lui, ne coûtera rien. À 7 heures du matin, Cave délivre l'ultimatum final à Khalid. Abdiquer avant 9 heures ou affronter la destruction totale. Khalid refuse encore. Il croit que les Britanniques bluffent. Il croit qu'ils ne détruiront pas le palais, symbole du pouvoir à Zanzibar. Il croit qu'il peut négocier. Il se trompe. À 8 heures, Rawson envoie un télégramme final à Londres, demandant confirmation de l'autorisation de tirer. La réponse arrive à 8h45. Autorisation accordée. À 9h précises, Khalid n'a pas abdiqué. À 9h02, après 2 minutes de grâce inutile, Rawson donne l'ordre qui va entrer dans l'histoire. Commencer le bombardement. La première salve est dévastatrice. Les 5 navires britanniques tirent simultanément, libérant un mur de feu et d'acier qui traverse le port en quelques secondes. Les obus de 6 pouces frappent le palais avec une précision mortelle. Le bâtiment en bois et en pierre éclate littéralement. Des morceaux de murs, de toits, de meubles explosent dans toutes les directions. Le bruit est assourdissant, un grondement continu qui fait trembler toute la ville de Zanzibar. Le yacht HHS Glasgow, seul navire de guerre de Zanzibar, tente désespérément de riposter.
Il parvient à tirer quelques coups, mais ses canons légers ne peuvent même pas atteindre les navires de Britanniques, positionnés stratégiquement hors de portée. En moins de 2 minutes, le Glasgow est touché par plusieurs obus directs. Il commence à gîter dangereusement. L'eau s'engouffre par les brèches béantes dans sa coque. Son capitaine donne l'ordre d'abandonner le navire. L'équipage saute par-dessus bord, nageant frénétiquement vers la côte pendant que leur navire coule derrière Gaisduque. Le Glasgow disparaît sous les vagues à 9h05, exactement 3 minutes après le début du bombardement. Zanzibar n'a plus de marine de guerre. Au palais, le chaos est total. Les soldats de Khalid tentent de riposter avec leurs fusils et leurs canons, mais c'est inutile. Les navires des Britanniques sont trop loin, trop bien protégés. Les quelques obus qui partent du palais tombent dans l'eau bien avant d'atteindre leur cible. Les Gatling Guns crachent leurs balles dans le vide. C'est comme essayer d'arrêter un train avec un lance-pierre. Les canons britanniques ne s'arrêtent pas. Salve après salve, ils pilonnent méthodiquement le palais. Les artilleurs britanniques ont des ordres précis, détruire complètement le bâtiment, ne laisser aucune structure debout. Ils exécutent ces ordres avec une efficacité industrielle froide. Un obus toutes les 4 ou 5 secondes. Chaque obus pèse 100 livres d'explosifs. Chaque impact crée un cratère de plusieurs mètres de diamètre. À 9h15, 13 minutes après le début du bombardement, l'aile ouest du palais s'effondre complètement. Des dizaines d'hommes sont ensevelis sous les décombres. Les survivants courent dans toutes les directions, cherchant n'importe quel abri. Mais il n'y a pas d'abri contre ce déluge de feu. Les obus tombent partout, transformant les jardins du palais en cratères fumants, pulvérisant les murs extérieurs, incendiant ce qui reste des structures en bois. Les batteries d'artillerie de Zanzibar, positionnées autour du palais, tentent désespérément de continuer le combat. Mais une par une, elles sont détruites par des tirs directs. Les servants des canons n'ont aucune chance. Les observateurs britanniques sur les navires repèrent chaque position, calculent les coordonnées et les transmettent aux artilleurs. Quelques secondes plus tard, un déluge d'obus anéantit la position. C'est une extermination systématique. À 9h25, 23 minutes après le début, le palais n'est plus qu'un amas de ruines fumantes. Les 3/4 du bâtiment se sont effondrés. Des incendies font rage dans ce qui reste. Les morts et les blessés jonchent les décombres. Les survivants ont abandonné toute idée de résistance. Ils fuient par toutes les issues disponibles, jetant leurs armes, courant vers les quartiers de la ville. Khalid lui-même, réalisant que tout est perdu, s'échappe par une porte dérobée à l'arrière du palais. Avec quelques fidèles, il court à travers les ruelles de Stone Town vers le consulat allemand, situé à quelques centaines de mètres. Les Allemands, neutres dans ce conflit, acceptent de lui accorder l'asile diplomatique. Khalid franchit les portes du consulat à 9h33, respirant difficilement, couvert de poussière et de suie. Mais le bombardement continue, parce que Rawson n'a pas encore reçu la confirmation de la reddition. Ses ordres sont clairs, détruire le palais jusqu'à ce que le drapeau du sultan soit descendu et qu'une reddition formelle soit signée. Le drapeau flotte toujours, accroché de manière précaire au sommet d'un mât à moitié détruit. À 9h du 38, 36 minutes après le premier coup de feu, des soldats zanzibaris survivants descendent enfin le drapeau. Quelqu'un agite un drap blanc depuis les ruines. Le message est clair, reddition totale. Rawson donne l'ordre de cesser le feu. À 9h40, le silence tombe sur Zanzibar. 38 minutes se sont écoulées depuis le début du bombardement. La fumée s'élève des ruines du palais, créant un nuage noir au-dessus de la ville. L'odeur de la poudre et du bois brûlé emplit l'air. Dans le port, l'épave du Glasgow est encore visible sous la surface, sa coque retournée pointant vers le ciel. Le décompte final est brutal. Du côté britannique, un seul blessé, un marin touché par des débris volants, blessures légères. Côté Zanzibari, environ 500 morts et blessés, dont la plupart sont des civils et des serviteurs du palais qui n'avaient aucune formation militaire. Le palais du sultan, construit au XVIIe siècle et symbole du pouvoir sultanal pendant plus de 200 ans, n'est plus qu'un champ de ruines. La guerre la plus courte de l'histoire est terminée.
Mais l'histoire elle-même ne fait que commencer. À 10 heures du matin, 1 heure après la fin du bombardement, les Marines britanniques débarquent et prennent le contrôle de ce qui reste du palais. Ils hissent l'Union Jack sur les ruines. Stone Town est sous contrôle militaire britannique. Des patrouilles parcourent les rues, arrêtant les partisans de Khalid, confisquant les armes, restaurant l'ordre. À midi, Basil Cave convoque les dignitaires de Zanzibar pour une réunion d'urgence. Le message est simple. Hamoud bin Mohammed, le candidat britannique, sera installé comme sultan immédiatement. Quiconque s'oppose sera considéré comme ennemi de la couronne britannique. Personne ne s'oppose. Les mêmes hommes qui applaudissaient Khalid 2 jours plus tôt juraient maintenant allégeance à Hamoud. Hamoud est proclamé sultan à 15h, 7 heures après le bombardement. Sa première action officielle, signer un traité de paix avec les Britanniques. Mais ce n'est pas vraiment un traité de paix. C'est un acte de capitulation totale, dicté mot pour mot par les Britanniques. Le traité contient plusieurs clauses. La première, Zanzibar reconnaît la légitimité de l'intervention britannique et accepte toute responsabilité pour la rébellion de Khalid. La deuxième, Zanzibar paiera l'intégralité des coûts du bombardement britannique. La troisième, Zanzibar abolira définitivement et complètement l'esclavage, avec effet immédiat. La quatrième, Zanzibar accordera aux Britanniques le contrôle total de ses douanes et de ses revenus commerciaux. Hamoud signe sans lire. Il n'a aucun choix. Les canons britanniques sont toujours pointés vers sa ville. Mais c'est la facture détaillée, présentée quelques jours plus tard, qui révèle le véritable génie machiavélique de l'opération britannique. Les Britanniques ont calculé chaque coût avec une précision comptable impitoyable. Coût des 500 obus tirés, calculé au prix de production plus marge. Cote du déploiement de 5 navires de guerre, calculé en heures de navigation. Salaire des marins et des marines pendant l'opération, calculé à la minute. Coût du charbon utilisé par les navires, calculé à la tonne, frais administratifs pour la planification de l'opération, un montant arbitraire mais substantiel, indemnité pour l'offense causée par Khalid, un autre montant arbitraire total, une somme qui représente plusieurs années de revenus pour Zanzibar, une dette impossible à rembourser. Et voici le coup de génie. Les Britanniques proposent généreusement un plan de remboursement. Zanzibar n'aura pas à payer immédiatement. À la place, les revenus douaniers de Zanzibar seront versés directement dans un compte britannique jusqu'à ce que la dette soit remboursée. Et bien sûr, cette dette portera intérêt. En d'autres termes, Zanzibar devra payer pour sa propre destruction, avec intérêt, pendant des années. Et pendant toute cette période, les Britanniques contrôleront directement tous les revenus commerciaux de l'archipel. C'est de l'esclavage économique déguisé en réparation de guerre. Mais la facture financière n'est qu'une partie du prix. Le traité impose également l'abolition immédiate et totale de l'esclavage. En surface, c'est une mesure humanitaire. En réalité, c'est une arme économique dévastatrice. L'économie de Zanzibar repose presque entièrement sur les plantations de clous de girofle. Ces plantations utilisent massivement le travail servile. Avec l'abolition immédiate, les plantations perdent leur main-d'œuvre du jour au lendemain. Les propriétaires terriens, qui forment l'élite politique et économique de Zanzibar, sont ruinés instantanément. Les Britanniques ne proposent aucun système alternatif. Pas de compensation pour les propriétaires. Pas de programme pour intégrer les anciens esclaves dans l'économie. Pas de réforme agraire. Rien. Ils s'en fichent. Leur objectif n'est pas de développer l'économie de Zanzibar. Leur objectif est de la contrôler. Et avec l'élite locale ruinée et dépendante de l'aide britannique, le contrôle devient total. Le sultan Hamoud découvre rapidement la réalité de sa position. Il règne sur un trône sans pouvoir. Toutes les décisions importantes sont prises par le résident britannique, un fonctionnaire colonial qui opère depuis un bureau à côté du palais. Hamoud peut nommer des ministres, mais le résident britannique a un droit de veto sur toutes les nominations. Hamoud peut proposer des lois, mais le résident britannique doit les approuver. Hamoud peut recevoir des diplomates étrangers, mais seulement avec l'autorisation britannique préalable. Il est sultan de nom. Mais en réalité, il est un employé du gouvernement britannique, payé avec l'argent de son propre peuple.
Les années suivantes confirment la logique impitoyable de l'opération. L'économie de Zanzibar s'effondre progressivement. La production de clous de girofle chute de 40% en 5 ans. Les revenus commerciaux diminuent. La population s'appauvrit. Mais les Britanniques continuent d'extraire leur tribut, prélevant leur part sur une économie de plus en plus petite. En 1913, 17 ans après la guerre de 38 minutes, Zanzibar est officiellement transformé en protectorat britannique complet. Le semblant d'indépendance disparaît. Le sultan devient une pure figure cérémoniale, sans aucun pouvoir réel. Les Britanniques contrôlent tout: l'économie, la justice, la police, la défense, les affaires étrangères. Khalid bin Bargash, le sultan déchu qui a déclenché tout cela, vit en exil. Les Allemands le gardent à leur consulat pendant 2 semaines, puis l'évacuent vers Dar es Salaam. De là, il sera transféré en Allemagne, puis finalement capturé par les Britanniques pendant la Première Guerre mondiale. Il mourra en exil en 1927, n'ayant jamais revu Zanzibar. Le palais détruit ne sera jamais complètement reconstruit. Les Britanniques construisent un nouveau bâtiment administratif sur une partie des ruines, mais délibérément laissent certaines sections détruites visibles. Un rappel permanent de ce qui arrive à ceux qui défient de l'Empire britannique. 67 ans après ces 38 minutes, en 1963, Zanzibar obtient enfin son indépendance. Mais c'est une indépendance empoisonnée. Des décennies de domination coloniale britannique ont complètement déformé l'économie et la société zanzibari. Le système de plantation s'est effondré. La population est divisée entre les descendants de l'élite arabo-swahili qui collaborait avec les Britanniques et la majorité africaine qui a été systématiquement marginalisée. 1 an après l'indépendance, en 1964, une révolution sanglante éclate. Le sultan est renversé. Des milliers de personnes sont massacrées dans des violences ethniques. Zanzibar, incapable de se stabiliser seul, fusionne avec le Tanganyika pour former la Tanzanie. Aujourd'hui, le palais détruit de 1896 est un musée. Les touristes visitent les ruines, prennent des photos, écoutent des guides raconter l'histoire de la guerre la plus courte du monde, comme une anecdote amusante. Peu d'entre eux comprennent ce qu'ils regardent vraiment. Ils regardent le résultat d'une stratégie impériale perfectionnée au fil des siècles. Transformer la violence spectaculaire en outil de domination économique à long terme. Les 38 minutes de bombardement n'étaient pas l'objectif. C'était le spectacle nécessaire pour justifier les décennies d'extraction qui allaient de suivre. C'était l'efficacité impériale à son apogée. Minimiser les coûts militaires, maximiser les profits économiques et faire payer les victimes pour leur propre subjugation. La guerre la plus courte de l'histoire n'était pas vraiment une guerre. C'était une démonstration. Un message envoyé à tous les autres protectorats, colonies et États vassaux de l'Empire britannique. Voici ce qui arrive si vous nous défiez, et voici combien cela vous coûtera. Le message a été reçu. Pendant les décennies suivantes, aucun autre dirigeant d'un protectorat britannique n'a osé se proclamer sans l'approbation de Londres. 38 minutes de feu et d'acier ont acheté des générations de soumission. Et la facture, elle a été payée par des centaines de milliers de Zanzibaris sur plusieurs générations qui ont vu leur économie détruite, leur culture marginalisée, leur avenir hypothéqué pour rembourser le coût de leur propre conquête. C'est ça, l'histoire réelle de la guerre anglo-zanzibarite. Ce n'est pas l'histoire d'une victoire militaire rapide et impressionnante. C'est l'histoire d'une nation qui a été facturée pour sa propre destruction, puis forcée de payer cette facture pendant des décennies. Les canons britanniques se sont tus après 38 minutes, mais l'exploitation économique qu'ils ont permise a continué pendant presque un siècle. Voilà le véritable record que détient cette guerre. Ce n'est pas seulement la plus courte de l'histoire, c'est aussi celle dont les conséquences économiques ont duré le plus longtemps par rapport à sa durée militaire. Un ratio d'1 jour de guerre pour 1000 jours d'extraction, une efficacité remarquable d'un certain point de vue, une tragédie calculée d'un autre. Et tout a commencé avec une simple question posée un matin d'août 1896. Combien de temps faut-il pour détruire l'indépendance d'une nation? La réponse: 38 minutes pour briser sa volonté.
Des générations pour briser son économie et un siècle pour en payer le prix.